Salam alaikum azaflaoun, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, je veux dire rétro info. Cette semaine, chers téléspectateurs, encore l'actualité politique a été particulièrement dense entre tensions diplomatiques et controverses médiatiques et enjeux électoraux majeurs. Dans cette édition, chers téléspectateurs, nous reviendrons d'abord sur cette visite de Saïd Saïoud, le ministre de l'Intérieur, à Paris, un déplacement qui a suscité de nombreuses réactions et relancé les débats autour des relations franco-algériennes. Entre polémiques politiques, silence assourdissant des médias sur les résultats de cette visite, couverture médiatique très timide de cette visite, comme je viens de le dire, surtout la rencontre de le président de la République française, Macron, avec Saïd Saïoud. Déclaration contradictoire et bien sûr révélation concernant la situation administrative supposée plutôt des enfants de Saïd Saïoud et de général Chengrih. Ça, en France, comme je viens de le dire, nous tenterons donc, chers téléspectateurs, à comprendre le ressort de cette nouvelle séquence qui illustre les complexités persistantes entre Alger et Paris. Nous analyserons également les défis auxquels font face les relations franco-algériennes dans un contexte marqué par la méfiance, les divergences politiques et les attentes de part et d'autre de la Méditerranée. Dans la seconde partie de l'émission, cap sur les élections législatives du 2 juillet prochain. Nous reviendrons sur l'application de l'article 200 qui a provoqué une vive contestation au sein de la classe politique après l'exclusion de nombreuses listes de candidatures. Quels sont les arguments avancés par les autorités? Pourquoi cette décision suscite-t-elle autant de critiques? Est-ce un moyen d'écarter les opposants au régime? Est-ce un début d'une fraude électorale annoncée? Ne serait-ce là la meilleure méthode extrême, bien sûr, mais utile peut-être pour moraliser la vie politique et écarter l'argent sale? Aussi, comment expliquer l'indifférence apparente d'une grande partie de la population face à un scrutin pourtant décrit comme déterminant pour l'avenir politique du pays? Analyse, décryptage et retour sur les faits marquants de la semaine, c'est tout de suite dans notre rétro-info. Restez avec nous. Donc, pour discuter de ces sujets, j'ai grand plaisir de recevoir à partir de Paris, analyste politique, M. Gamal Abina est avec nous. M. Abina, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci, super. M. Hamid Loulou est avec nous à partir de Washington, directeur de Renfort Démocratie en Algérie. Azouflak, c'est Hamid, مرحبا بك. Azoul, Imit Larasagui, يعطيك الصحة. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah, Monsieur Loulou, je crois qu'on ne vous entend pas. Bienvenue à tout le monde, y compris les invités et le public. Super, merci beaucoup. À partir de Marseille, de Canada, Monsieur Djihad Halim est avec nous, militant politique. Monsieur Djihad, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salut, bonsoir Azul, merci pour l'invitation. Merci, j'ai grand plaisir de recevoir à partir d'Alger, militant politique, M. Karim Tabou est avec nous, avec grand plaisir, comme je viens de le dire. M. Tabou Azouflak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Azoul, merci pour l'invitation. Salutations aux invités et à nos téléspectateurs. Super, merci beaucoup. Donc, on va essayer de décortiquer cette relation entre Alger et Paris. D'abord, je vais voir les séquences de la rencontre de M. Saïd Saïoud et le ministre des Affaires étrangères française. On voit ces séquences.
Poignée de main. Poignée de main, très bien. Monsieur Kamala Bina, je vais commencer avec vous si vous me permettez. On parle d'une visite historique, surtout que c'est la première visite d'un premier responsable d'un haut responsable algérien depuis le début de cette crise entre Alger et Paris. Vous pensez qu'elle a réussi, je peux dire, à calmer un petit peu ces relations et comment expliquer ce silence? Parce qu'il y a beaucoup qui se demandent pourquoi il n'y a pas un communiqué, il n'y a pas de déclaration pour au moins expliquer où sont arrivées ces relations et c'est quoi les résultats de cette visite? Les résultats, on ne les aura pas maintenant, mais ce seront des résultats qui vont parler surtout de collaboration sécuritaire. Je dirais simplement, c'est qu'il est logique, après ces chauds-froids qui ont été quand même multiples depuis 2 ans avec l'époque Rotaillot, où on a des montées en puissance de relations qui s'améliorent et puis après une chute immédiate avec des coups fourrés de la part de la droite, il est logique qu'aujourd'hui on soit un peu dans la mesure, qu'on ne fasse pas trop de bruit et trop d'écho de ce qui se passe. Souvenez-vous de la visite de Jean-Noël Barrot, l'une des dernières visites qu'il avait faites à Alger, où il avait signé tout un tas d'accords, de protocoles d'accords, de contrats d'entente, et puis 2 jours après on nous sort l'affaire Amir DZ. Donc c'est vrai que aujourd'hui les autorités algériennes, comme françaises d'ailleurs, sont très dans leur retenue, dans la mesure. On parle d'amélioration évidemment des relations entre les deux pays, mais c'est une amélioration à minima. J'ai envie de vous dire, c'est comme un pays africain qui va avoir une croissance à 10%, il part de très bas. La relation partait de tellement bas qu'aujourd'hui, le seul fait qu'il y ait juste une communication, une entente, des poignées de main, donne corps à peut-être un retour à la normale, mais cette normale, malheureusement, je le dis toujours, est une normalisation qui est anormale. Pourquoi ? Parce que depuis 64 ans, la France a toujours gardé une posture de ne pas reconnaître ses crimes, de ne pas faire un pas vers l'Algérie par rapport à ça, de faire des petits gestes symboliques seulement. On est toujours dans la politique des petits gestes. Donc c'est vrai que de là à dire que c'est une grande avancée, non. C'est sur un territoire naufragé. On a une reprise de la relation pour essayer de la normaliser un peu. Oui, ça ne règle pas tout, mais ça donne peut-être un peu de corps à une relation relancée entre les deux pays. Surtout sur le front sécuritaire, on l'a compris, parce que c'est Nunez qui le réclamait. Et puis peut-être plus tard sur les questions économiques plus larges, les questions mémorielles dont on parle souvent et pour lesquelles il n'y a jamais de solution apparemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part de tellement bas, comme je le disais, que le seul petit réchauffement donne l'impression que c'est une relation exceptionnelle. Non, c'est une relation mauvaise qui s'améliore. Pourtant, M. Kamala Bina, quand vous venez de parler de la visite de M. Nunez, même Darmanin, quand ils viennent chez nous, il y a toujours, même si des petites déclarations, des courtes déclarations, mais ils font toujours ces déclarations pour essayer d'expliquer pourquoi il est venu chez nous, pourquoi, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il y a comme discussion entre les deux côtés. Mais par contre, quand M. Saïd est allé en visite à Paris, il n'y a aucune déclaration, même une petite communication entre les deux côtés. Même la rencontre entre Macron et Saïd, on l'a vu, il n'y a que maximum, il y a 3 images, c'est tout. Il n'y a aucune déclaration, aucune information. Vous comprenez ce silence? Oui, parfaitement, parce qu'il n'est pas là pour ça d'abord. Il est là pour parler de sécurité, il est là pour parler de relations, de renouer la relation. Mais il faut se rappeler quand même que c'est le fautif qui doit déclarer. Ce n'est pas celui qui vient. Alger fait le pas de venir vers la France à la suite d'une demande des Français qui sont allés à Alger. Mais dans le fond, la vraie problématique, c'est quoi? C'est la relation d'État à État, donc de président à président. S'il doit y avoir une avancée significative, elle ne se fera pas par les ministres de l'Intérieur, des ministres des Affaires étrangères ou encore des premiers ministres. Elle se fera par le chef de l'État exécutif, donc celui qui a vraiment les pouvoirs à l'international, qui est Macron, et le chef de l'État algérien, qui a vraiment le pouvoir de la représentation nationale algérienne. Donc c'est là où on aura des déclarations importantes si elles arrivent. Tonitruant peut-être, on ne sait pas le miracle, mais en aucun cas vous pouvez attendre de la part de quelqu'un qui est là pour un but précis une déclaration exceptionnelle. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il va pour renouer la relation parce que les Français l'ont demandé. Rappelons toujours que c'est la France qui a demandé à ce moment-là et pas le contraire. L'Algérie est dans l'attentisme et elle a raison de rester dans cette position-là. C'est les Français qui doivent faire des gestes et des gestes sérieux. Il faut arrêter de nous parler de petits gestes symboliques. On n'est plus au stade du symbole aujourd'hui. On doit avoir une véritable avancée sur la question mémorielle. On doit avoir une vraie avancée sur la question de la relation entre la France et l'Algérie par rapport à la migration de la population algérienne qui vit en France et vice-versa. Tout ça, c'est des choses qui doivent être réglées au niveau de l'État et des représentants de l'État que sont les 2 présidents. Très bien. Monsieur Djed Halimi, vous avez entendu M. Kamala Bina, l'Algérie a fait ce qu'il faut, elle a fait les pas qu'il faut. Maintenant, c'est à la France de faire les pas de son côté et que ce silence assourdissant, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce silence après cette visite. Est-ce que c'est ça? Il faut maintenant que c'est à la France de réagir, de faire les pas nécessaires pour réactiver, si je peux dire, cette relation?
Il faut d'abord rappeler que cette crise, l'origine de cette crise, c'était la reconnaissance de la France du plan marocain pour le Sahara occidental. La France n'a pas changé de position par rapport à ça. Ça, c'est le point le plus important. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de ça. C'est qu'il faut que notre diplomatie réagisse différemment. Il y a des façons de s'exprimer, d'exprimer son mécontentement, à part de rompre les relations diplomatiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'il y a un manque flagrant d'informations de notre côté. Les Français, qu'on le veuille ou non, ils ont déclaré c'était quoi les grandes lignes, les grandes revendications qu'ils avaient. Par exemple, les questions migratoires liées au QTF et tout ça. La collaboration, c'est pour tout ce qui est des mafieux qui fuient la France pour y aller se réfugier en Algérie. Donc, il y a des points, il y a des déclarations qui sont faites et malheureusement, de notre côté, il n'y a aucune déclaration. Encore une fois, c'est cette relation de mépris envers le citoyen algérien. On n'est pas des citoyens à leurs yeux, on est des sujets, on n'est pas capable, selon eux, de digérer, d'analyser ce genre d'informations. C'est pour ça, c'est une information exclusivement réservée pour des gens qui sont proches des autorités. Ça, c'est l'autre point. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a certains de nos dirigeants qui se vantent que, comme quoi on a forcé la France de faire affaire avec nous sur un pied d'égalité d'État à État. Avec les fuites, les dernières informations qui viennent de sortir et qui ne sont pas sorties d'une façon aléatoire. Alors, ça a été ciblé, ces fuites-là. C'est qu'on apprend que les enfants des hauts dirigeants chez nous... On va revenir sur ce sujet, si vous me permettez, M. Djed Halmi, mais on va rester juste maintenant avec cette visite et ce silence médiatique des deux côtés. Même il n'y a pas de déclaration des deux côtés, même la France, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune déclaration officielle pour expliquer les résultats de cette visite. Monsieur Hamid Leleu, je reviens à vous. D'abord, j'aimerais écouter Monsieur Bruno Retailleau, ce qu'il avait dit sur le régime algérien au moment où, bien sûr, Saïd Saïd était en France. On va l'écouter. Ce que je vais vous dire, ce que je souhaite, moi, c'est qu'il y ait une vraie doctrine d'État en matière diplomatique avec l'Algérie. Je pense que le président de la République s'est trompé en pensant que la relation entre nos deux pays pouvait simplement être une relation psychologique, personnelle, amicale avec le président Tebboune. Je pense que c'est faux pour deux raisons. D'abord, le président Tebboune, c'est pas lui qui détient le pouvoir ultime. Il y a un cercle plus large. Le chef d'état-major, Changria, les services secrets, quelques oligarques. Donc, première raison de l'erreur. Deuxième raison, c'est que le régime algérien a un besoin vital de la France comme un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que sur le plan international, l'Algérie est désormais très isolée. Parce que l'économie est en panne. Parce qu'il y a eu un mouvement, le Hirak, et parce que la jeunesse est contestataire, etc. Et donc, ils ont besoin d'un récit où on désigne un ennemi, un adversaire. Monsieur Hamid Leleu, on sait que Retailleau est en pleine campagne électorale, il se prépare pour les élections présidentielles de 2027, mais en même temps, il était ministre de l'Intérieur française, donc il a eu un poste quand même très important dans le système français. Et en plus, c'est ce qu'il vient de dire, peut-être il a repris l'analyse de beaucoup d'opposants algériens, et c'est très grave ce qu'il vient de dire. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il a utilisé les cercles. Souvent, les gens parlent de clans, parlent de... Moi, j'ai utilisé ce mot cercle depuis longtemps. C'est des cercles d'influence qui gravitent autour d'un noyau de prise de décision. Et c'est pour ça que ce qu'il est en train de dire, c'est que les personnes qui viennent parler, ministres et autres, même président, ce sont des figurants. Ils ne sont pas autorisés à faire des déclarations. C'est pour ça que quand vous voyez la chronologie de toutes les visites qui ont été faites de part et d'autre, c'est le côté français qui fait des déclarations officielles. Le côté algérien, les pseudo-ministres, ils font rien du tout, c'est des figurants. La police politique qui négocie dans les coulisses, c'est elle qui décide, c'est elle qui négocie, et elle est tellement discrète qu'elle ne parle pas, qu'elle ne se montre pas. De toute façon, c'est son rôle de se cacher. Donc, il ne faut pas s'étonner que ces ministres
j'ai envie de dire des pacotilles, ils n'ont aucune classe. Le ministre avec son téléphone qui parle pendant les réunions officielles, c'est pas sérieux tout ça. Et M. Rotaillot dit tout haut ce que les gens pensent tout bas parce qu'il n'est plus ministre. C'est pas parce qu'il est il va se présenter aux élections ou pas. Quand il est dans le gouvernement, il y a une certaine discipline, mais quand ils sortent des positions officielles, ils disent tout ce qu'ils pensent. Ils savent qu'ils ne négocient pas avec le gouvernement, ils négocient avec les gens qui ont une autorité qui est plutôt pas visible. Et c'est ça le non-dit. Le silence, c'est pas le silence, c'est les non-dits. Ils ne sont pas autorisés à parler. Par contre, la presse, et je parle de la presse algérienne, elle est autorisée pas à informer, mais à insulter, à attaquer quand un cercle a envie de s'attaquer sur un autre cercle. Et comme j'ai dit, il y a des cercles qui sont pro-français et des cercles qui sont anti-français au sein du régime algérien. Est-ce qu'il y a des cercles pro-algériens au sein de ce régime? J'espère, mais pour le moment, on a l'impression que les cercles pro-français sont en train de reprendre un peu le dessus, et c'est pour ça qu'on voit ce rapprochement entre l'Algérie et la France, qui d'ailleurs, M. Abina a raison, l'essentiel de cette relation est plutôt sécurité. Sécurité au niveau du Sahel, sécurité au niveau de l'immigration clandestine, sécurité au niveau de cette mafia DZ qui quand même fait des dégâts en France. C'est l'essentiel. Les Français aussi sont intéressés par l'économie, mais c'est difficile pour eux de faire compétition, surtout aux Chinois. Mais quand vous dites, M. Ahmed Loulou, ses intérêts, hein, les échanges des informations sécuritaires, la sécurité au Sahel, les OQTF, tout ça, c'est pour l'avantage, je peux dire, côté français. Mais côté algérien, quand un ministre de l'Intérieur part en visite à Paris, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend, nous, de lui pour amener pour les Algériens comme chose bénéficiaire pour le pays? C'est quoi? C'est parce que tout ce que vous dites là, vous, M. Abina, c'est toujours le côté français, ce qu'attend la France de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on attend de la France? C'est vrai. D'un côté, ce sont tous des éléments qui sont avantageux à la France, bien sûr, s'ils sont réglés. Et c'est là où le régime algérien, moi je lui donne quand même une note positive, il arrive à tirer profit et ils utilisent ça comme des leviers, pas un seul levier, c'est-à-dire ils ont plusieurs cartes à la main. En termes diplomatiques gentils, on dit levier, mais c'est des chantages. Et le régime algérien, il est en bonne position pour faire certains chantages, refuser de délivrer des laissez-passer pour les OQTF, refuser de collaborer à stopper l'immigration clandestine, refuser de délivrer les criminels en fuite de la mafia des aides, etc. En contrepartie, ce que le régime algérien attend de la France, c'est bien sûr de livrer certains individus qui pour moi ne sont pas des opposants, je suis désolé, mais c'est parce que c'est des individus qui font partie du système et qui dérangent. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur cette compétition entre les différents cercles. Les opposants politiques algériens ne sont pas inquiétés en France, ni par la France, ni par le régime algérien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne représentent rien du tout, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils n'ont aucun poids politique pour le moment. Ce qui représente un danger pour le régime algérien, ce sont ces éléments qui travaillent pour certains cercles au sein du régime algérien. C'est pour ça qu'ils posent problème. Maintenant, au point de vue État, si vous voulez, ce qui intéresserait l'Algérie, parce qu'il y a quand même des gens sérieux dans les institutions algériennes, c'est l'agriculture, la technologie, il y a beaucoup de secteurs, l'économie, le business, le commerce, tout ça intéresserait, l'éducation, la formation. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à l'Algérie.
encore faut-il avoir un gouvernement solide, sérieux, compétent, qui met ces choses-là au devant pour les intérêts suprêmes de l'Algérie et des Algériens. Très bien. Mais ce n'est pas le cas de le dire pour le Très moment. bien. Très bien. Monsieur Karim Tabou, comme je l'avais dit, c'est une première visite d'un haut responsable algérien en France. C'est une visite historique depuis des années, depuis la crise qui a été, je peux dire, qui a déclenché entre Alger et Paris après l'annonce de Macron par rapport au plan marocain pour le Sahara occidental. Donc, une visite historique, vous pensez que c'est un début d'un vrai réchauffement et ça peut être l'avantage des deux côtés, des deux pays, la France et l'Algérie? Merci, j'ai bien écouté les interventions des amis, donc je vais essayer d'éviter de redire les mêmes choses. Je pense que nous sommes en train de faire un débat croisé mais complémentaire. Chacun il regarde de son point de vue cette situation. Pour ma part, j'ai besoin de mettre quelques points de repère. Le premier point de repère, c'est il y a quelques mois, justement pour nous éviter les polémiques insensées et gratuites. Il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, faisait un point de presse. Il avait pompeusement annoncé que le chef de l'État allait faire une visite d'État en France. Jusque-là, les choses étaient bien. Et d'ailleurs, ni la presse faisait le qarqabou anti-français, ni l'évocation de l'histoire, ni l'évocation de Chouhada. Tout se passait bien. Les partis du pouvoir, les députés du pouvoir, les ministres du pouvoir, les médias du pouvoir faisaient de ça un exploit. Ils avaient même considéré dans leur récit, dans leur manière de présenter les choses, que l'Algérie venait de prouver que c'est un pays important et qu'il a une place d'autant plus que cette visite-là également coïncidait avec l'obtention par l'Algérie d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le tout était que l'Algérie devait... Et puis le ministre, je reprends les mots du ministre, il avait dit que nous avons 5 chantiers, 5 sujets sur lesquels ils avaient même mis des comités qui devaient travailler et qu'ils étaient donc sur le point de rendre leurs conclusions. Le premier sujet, c'était le sujet de la coopération économique. Le deuxième sujet, c'était le sujet de la mobilité. Le troisième sujet, c'était la question des essais nucléaires effectués par les Français dans le sud algérien. Le quatrième sujet, c'était la question de la mémoire. Le cinquième sujet, souvenons-nous, et c'était même présenté comme étant quelque chose d'extraordinaire, c'était la demande de l'Algérie qui a été formulée pour la restitution du sabre et du caftan de l'émir Abdelkader. C'était les 5 choses essentielles. Il y a un événement qui s'est produit. Macron écrit une lettre au roi Mohamed VI, là où il a montrer l'appui de la France au plan proposé par les Marocains sur la question du Sahara occidental. Et à partir de là, c'est les mêmes qui disaient que c'était un exploit, eh ben, ils vont remonter Qassaman, Minjibalina, ils vont remonter toute la propagande du pouvoir. Mais cette histoire, nous la connaissons très bien. Donc, nous devons avoir quand même un débat. Nous ne pouvons pas débattre comme ça d'une manière diffuse. Nous devons mettre quelques éléments de repère. Le deuxième élément qui, de mon point de vue, est très important, qui fait qu'il y a 2 obstacles majeurs dans la relation algéro-française. Je passe sur les détails que je viens d'évoquer, les sujets, les visites des uns et des autres, mais il y a 2 mécaniques, 2 éléments importants qui sont les freins, les obstacles majeurs au rétablissement des relations normales entre l'Algérie et la France. Le premier obstacle, c'est le fait que ces relations, sans
le monopole des services, le monopole des instances sécuritaires. L'essentiel des relations algéro-françaises ne se passe pas au niveau des gouvernements, au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des instances démocratiquement élues, etc. Ça, c'est un grand problème. Et depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, du temps de Zeroual, du temps de Bouteflika, on a évoqué à chaque fois des personnes qui avaient le monopole des relations, et tout se passait par des réseaux que nous connaissons très bien. C'est un des obstacles majeurs. Le deuxième obstacle majeur, et ça reste un point de vue personnel, c'est ce choc entre deux logiques différentes. Il y a d'un côté une logique d'État et il y a de l'autre côté une logique du pouvoir. C'est très important. La logique, ces relations justement, elles sont dominées par ce choc parce qu'il y a une logique d'une diplomatie fondée sur des intérêts stratégiques de long terme, et c'est des logiques d'État, et il y a en face une logique du pouvoir qui veut juste réaliser des objectifs politiciens de courte durée. Et cette situation-là, c'est-à-dire que finalement, nous nous sommes retrouvés avec une logique d'État qui s'inscrit dans le temps, qui est fondée sur l'analyse, qui est fondée sur l'anticipation, qui est fondée sur la préservation des équilibres et des intérêts durables d'un État, et de l'autre côté, un pouvoir qui est prisonnier des urgences, qui a des impératifs de légitimation et des gains politiques à présenter à l'opinion publique et donc à vouloir réaliser. C'est justement ce décalage-là. Ce décalage, il perpétue, il nourrit le malentendu. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez la récente visite de Gérard Darmanin, et d'ailleurs il a tout révélé à ce sujet. Lorsque on s'interrogeait sur les vrais sujets abordés par sa visite, et pourtant on a déroulé le tapis rouge d'une manière même excessive, les protocoles étaient tellement excessifs que la presse nationale algérienne, la presse du pouvoir, s'était empressée de présenter cela comme un événement majeur. Et puis, quand même, Gérard Darmanin a eu pendant longtemps, selon quelques fuites par-ci par-là, il aurait discuté pendant plus de 4 heures avec le chef de l'État. Et après, on s'interrogeait sur les sujets qui ont été discutés. Et ben, vous avez les deux attitudes. Le choc, justement. Vous avez d'un côté le silence des autorités algériennes, le silence des médias, le silence de ceux qui sont normalement désignés pour communiquer. Et puis voilà l'opinion publique algérienne, dont je fais partie en tant que militant, en tant que citoyen. Il a fallu donc attendre que Gérard Darmanin soit invité sur une chaîne de télévision, alors que à Alger, c'était les gens qui se frottaient la main et que Gérard Darmanin aurait donné son accord pour des coopérations judiciaires. Et donc, dans l'air, la classe politique du pouvoir, les médias du pouvoir ont immédiatement imagé, donné une image à tout ça, et qu'on allait ramener les opposants et qu'on allait faire... Donc, c'était la liesse, c'était la fête. Et il a fallu donc attendre que Gérard Darmanin soit invité par une chaîne de télévision française pour qu'il explique que là-bas, c'est un état de droit, qu'il y a des affaires qui relèvent de la justice et qu'il y a des affaires qui relèvent de la coopération judiciaire, policière, etc. Donc finalement, bien sûr que nous connaissons très bien que les questions diplomatiques, il y a toujours un aspect, il y a toujours des informations, il y a toujours un côté des discussions diplomatiques qui peuvent relever de la discrétion, ce qui est tout à fait normal. Mais le paradoxe est là, c'est que les opinions publiques, ils ont accès différemment
aux informations qui les concernent. Autant vous avez d'un côté une opinion publique française, parce qu'il y a des médias, parce qu'il y a une société civile, parce qu'il y a une opinion publique, parce qu'il y a des partis, parce que les ministres peuvent diverger sur quelque chose, eh bien, il y a une obligation à la fois morale, politique, diplomatique, comme vous voulez, pour un ministre de rendre compte à l'opinion publique. Il se doit de donner des comptes parce que dans la classe politique française, les gens ont le droit de s'interroger, ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit de demander des comptes, ils ont le droit de remettre à sa place un ministre. Ce n'est pas le cas chez nous. Vous savez très bien que mettre la motion j'aime sur une publication, eh bien vous allez vous retrouver en prison. Donc nous sommes dans deux contextes différents. Le contexte démocratique, le contexte de la parole qui soit remise au public et qui est sujette à critique, à débat. Et de l'autre côté, vous avez la glaciation, vous avez la boîte qui est fermée et personne ne... Et d'ailleurs, cette question-là qui semble être un détail, mais il soulève la question fondamentale qui est démocratique, la souveraineté du peuple, la parole du peuple, le respect du peuple, le respect de l'opinion publique. C'est quoi le poids d'une opinion publique dans ce qui relève du politique et du diplomatique? Et puis à la fin, je relève quand même que l'essentiel des discussions qui sont menées et qui sont révélées par les responsables français à travers les médias français relèvent beaucoup plus de la préoccupation des Français que de la préoccupation des Algériens. Aujourd'hui, on fait la comptabilité des OQTF, on fait la comptabilité de la coopération judiciaire parce que ça fait partie du débat français plus que le débat en Algérie, mais ça ne parle pas sur la situation socio-économique, les perspectives d'une communauté algérienne estimée à plus de 5 ou 6 millions, mais on n'en a jamais posé la question. Mais quand on reçoit le ministre, dites-vous, interrogez-vous un moment. Pouvez-vous entendre un ministre algérien qui va demander qu'on libère un détenu algérien en disant qu'il a une famille? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Vous pouvez imaginer un ministre algérien partir dans n'importe quel pays du monde et demander au président de la République de prendre des mesures humanitaires pour un détenu algérien à l'étranger? Mais on ne peut pas imaginer cela. Et pourtant, on a traité Sansal de traître, on a traité de tous les mots, mais on a trouvé le moyen de le libérer. Et ça va se passer pour le journaliste Claise, qui pourtant il est accusé de quelque chose de très lourd, mais on sait très bien que notre cœur est très vaste lorsqu'il s'agit des calculs politiciens du pouvoir. Et malheureusement, c'est ce choc entre une logique du pouvoir et une logique d'un État, c'est deux choses différentes. Très bien, très bien. Monsieur Gamalé Bin, un commentaire sur cette logique, cet amalgame entre la logique d'État et la logique de pouvoir, et c'est ça ce qui fait mal à l'Algérie en ce moment, d'après... Absolument pas. Bon, c'est amusant comme théorie, mais c'est une théorie que je ne partage pas. On a deux États qui se parlent, ce n'est pas une question de pouvoir et d'État clanique. On a des rapports de force d'État à État qui existent évidemment. J'ai entendu beaucoup de choses, par exemple, je rappelle quand même une petite correction, DZE. Mafia des aides, c'est juste un marketing fait par les Européens pour faire croire qu'ils sont algériens. Il n'y a pas un seul Algérien dans la mafia des aides. Il faut réactualiser un peu les connaissances là-dessus. C'est juste du marketing marseillais parce que c'est des malfrats marseillais. Il y a une longue tradition de délinquance et de criminalité à Marseille, et particulièrement sur les groupes organisés comme la French Connection. Donc non, le mafia des aides, c'est du marketing ni plus ni moins. Ils n'ont rien d'algérien. Mais pourtant, parmi leurs chefs, il y a des chefs qui sont absolument pas. Non, qui vivent en Algérie. Non, c'est faux. C'est une fabrication, c'est faux. Depuis quand l'Algérie exporte de la drogue? C'est un peu sérieux. Il n'y a rien de tout ça. Je parle des chefs qui sont enfuis vers l'Algérie. C'est Darmanin qui l'a dit, comme quoi ça... Darmanin disait tout n'importe quoi. Il racontait beaucoup de bêtises, Darmanin. Faut se souvenir. De qui on parle? C'est le même Darmanin qui disait que le footballeur Karim Benzema était frère musulman. Ça a été déconstruit immédiatement. C'est des bêtises. Il faut être un peu sérieux. Darmanin n'est pas un homme sérieux. Très bien. On passe à cette logique d'État et de... La logique c'est d'État à État. Moi, je parle d'État à État. On a un État qui a fauté. Vous le savez très bien, c'est la France. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Un État qui a fauté, qui connaît son passé colonial et qui connaît son passé aussi de prédation. Je rappelle, pour prendre un exemple très concret, puisqu'on nous sort souvent pourquoi l'Algérie ne s'est pas développée en 60 ans, je rappelle que de 62 à 71, le pétrole et le gaz est volé par la France. Voilà, c'est clair. Qu'il faut une nationalisation de Boumedienne pour enfin récupérer un trésor de guerre qui fait partie des éléments de croissance du pays.
Une fois qu'ils nationalisent, comme par hasard, miracle africain, l'Algérie devient un dragon, se développe à pleine vitesse. Puis après, on a tout un tas de problèmes qui arrivent, avec de la mauvaise gestion de certains dirigeants. Mais aujourd'hui, on est dans une période de croissance très forte. C'est une réalité indiscutable. Donc, les rapports d'État-État, c'est quoi? C'est des rapports d'intérêt convergents ou divergents. Quand j'entends, par exemple, l'intervention de Rotaillot, qui va dans une chaîne fasciste, hein, en plus il va à CNews, nous expliquer que l'Algérie est isolée. Il y a de quoi rigoler. Elle est en mauvais terme avec la France, et encore c'est en train de s'améliorer. Avec le Maroc, mais c'est pas d'hier. Ça s'améliore avec l'Espagne. Il n'y a pas d'isolement du tout. Il y a 2 pays avec lesquels ça se passe mal aujourd'hui, 3 avec le Maroc. Maroc, Émirats, France. La France a vocation à calmer le jeu parce qu'elle a des besoins stratégiques et économiques. L'Algérie n'a pas de besoin particulier avec la France, hein. La seule chose qui est importante pour les dirigeants algériens, c'est de préserver effectivement la population franco-algérienne qui vit en France. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de rupture totale. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de rupture diplomatique, j'ai entendu ça tout à l'heure. Il y a eu un rappel d'ambassadeur, c'est vrai, mais la relation diplomatique, elle est toujours existante entre les deux pays, elle ne s'est jamais arrêtée. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne communiquaient plus d'informations en termes sécuritaires, c'est en train de se remettre en place. Ce qui se passe, c'est que l'intérêt sécuritaire est des deux côtés, c'est pas seulement français. Il y a aussi les Algériens qui sont intéressés par ça. Il y a aussi le bien mal acquis, on n'en parle pas beaucoup, hein, récupérer ce qui a été volé par les anciens oligarques. Les Algériens insistent auprès des Français qui traînent de la patte, mais finiront par s'exécuter comme les Suisses l'ont fait. Puis il y a la question aussi de se dire, le blocage économique. Moi, je rigole quand il y a un pays qui fait 0,09% de croissance, qui parle à un pays qui fait 4% de croissance. C'est vrai qu'il y a un gros chemin à parcourir, mais qui a maintenu une croissance, même avec le recul du pétrole et du gaz. C'est dire qu'il y a une transition économique qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'on est dans une bonne direction. Les ministres des Affaires étrangères, tout à l'heure, j'ai entendu des critiques sur les différents représentants de l'État. Le ministre des Affaires étrangères est un représentant illustre d'Algérie et il y a 2 éléments essentiels qui parlent des relations internationales en Algérie comme en France d'ailleurs, c'est les ministres des Affaires étrangères. Je veux dire que ce soit français, du côté français avec Jean-Noël Barrot et du côté algérien avec le ministre des Affaires étrangères qui d'ailleurs officie à l'ONU de façon extraordinaire, chacun joue sa partition. Ils ont la possibilité de parler pour un État. Ensuite, celui qui est le plus important dans l'État, ça reste le chef de l'État. Et d'ailleurs, les 2 systèmes sont similaires entre l'Algérie et la France. Eh bien, ces chefs de l'État ont cette prérogative à la discussion internationale. On ne va pas voir un ministre de l'Intérieur se déplacer, par exemple, au G7. Donc, il faut faire attention à ces relations d'État à État. Néanmoins, M. Gamala Benar, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a un manque de communication chez nous, il y a un manque le fait de rendre compte chez nous, il n'y a pas un ministre qui peut être interrogé. Est-ce qu'on peut imaginer que M. Saïd va sur un plateau en Algérie pour expliquer c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé à Paris, des questions qui valent peut-être le déranger. Est-ce qu'on peut imaginer Saïd devant les députés pour expliquer encore une fois ce qui s'est passé à Paris, contrairement à ce que se passe en France, tu vois, tous les ministres, à chaque visite, ils rendent compte à la population, soit par le biais des députés ou par le biais des médias, pour essayer d'expliquer et rendre compte à la population ce qu'il a vraiment fait pendant ces négociations, pendant ces visites. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, il y a un manque quand même de ce côté-là? Non, c'est pas en Algérie qu'il y a un manque, c'est en France qu'il y a un problème. Moi, je dis que c'est le contraire. Chacun a son précaré. Il y a le porte-parole du gouvernement qui va donner la parole du gouvernement au niveau du peuple. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui parle à l'international, avec le président qui a la même prérogative. Vous avez des ministres de l'Intérieur qui parlent à l'intérieur. Tout ce qui est ministère de l'Intérieur, tout ce qui est régalien, n'a pas vocation à parler aux relations internationales, puisque le système algérien comme français est un système présidentiel qui priorise effectivement la relation de chef de l'État à chef de l'État. Ensuite, en France, vous avez bien fait de rappeler, je rappelle que la France qu'on a aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Hier, il n'y a pas de ministre qui disait tout et n'importe quoi. On n'aurait jamais entendu un Rotaillot, ministre de l'Intérieur, parler des relations internationales. Il n'avait pas le droit de le faire. Là, malheureusement, c'est qu'il y a une dépréciation de la qualité de ces ministres, avec un président qui, malheureusement, n'a pas serré la vis. Rotaillot n'aurait jamais dû parler de l'Algérie, jamais. C'est pas son rôle. Il l'a fait alors qu'il a une fonction qui ne correspond pas à ce qu'il disait. Il faut bien comprendre que cette espèce de surenchère verbale française de ministres qui disent tout et n'importe quoi n'est pas normale. Tout comme les députés n'ont pas parlé de questions de relations internationales. Super. C'est qui le porte-parole du gouvernement algérien en ce moment? Comment? C'est qui le porte-parole? C'est qui doit parler à la population? En Algérie ou en France? En Algérie, je parle en Algérie. Ah non, je ne connais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de porte-parole en Algérie. Je ne crois pas qu'il y en a, exactement. Non, je crois pas porte-parole. Non, il y a une spécificité. Le porte-parole, c'est un truc nouveau que les Français ont inventé récemment. Hein. C'est pas vieux, le porte-parole là. Mais ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, on a un président qui parle très souvent à sa population. Et on a effectivement un ministre des Affaires étrangères qui parle très bien à l'international. Je vous rappelle simplement pour vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, cette logorée verbale de ministre français pose problème. C'est pas en Algérie qu'il y a un problème. Moi, j'ai comparé le modèle anglais, par exemple. Vous n'avez pas cette espèce d'effervescence permanente. Chacun son précaré, chacun assume sa responsabilité et personne ne va pas prendre de l'autre. Très bien, super. Monsieur Gamala Benar, restez avec nous. Monsieur
Djed Halimi, je veux revenir sur cette polémique par rapport à Al-Harraga, par rapport à la position, la situation des enfants des dignitaires. On va écouter quelques interventions sur les chaînes privées en France et j'en viens à vous. À l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur algérien à Paris, donc Mohamed Sifawi affirme que le fils vivait sans papier. Comment imaginer une telle situation, qu'il vive sans papier en France? Alors, en effet, sur un site qui s'appelle Rupture et qui est critique, c'est peu de le dire, sur le gouvernement algérien. De Karim Alloum, qu'on connaît. Voilà, exactement. Mohamed Sifawi écrit et assume. Il écrit, signe sous son nom ce papier. Et Beauvau a répondu, le ministère de l'Intérieur, donc, que cette information était fausse, qu'il dispose d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il est donc en situation régulière. J'avais un certain nombre aussi de visées. Il y avait par exemple un fils de quelqu'un de très très haut situé dans le pouvoir et notamment, on peut citer d'ailleurs, c'était le chef d'état-major des armées qui était en situation irrégulière, etc. Mais on n'a pas permis de faire ce que j'aurais souhaité faire. Au moment où on entend ça sur les plateaux de la chaîne Alt 24, la chaîne algérienne, on va écouter ça. Mais moi, il y a une personne qui a fait un discours, et moi je veux lui rendre hommage, c'est Abdelmajid Tebboune, parce qu'il a fait un discours pour que les Algériens qui sont à l'étranger rentrent en France, en Algérie, et qui quittent la France et qui quittent le pays qui ne veut pas d'eux. Eh bien, il y a 320 Algériens qui sont rentrés, seuls. Sans police, sans gendarmerie, sans être escortés à la frontière. Ils sont rentrés seuls, parce qu'un homme les a convaincus de rentrer. Et ça, on n'en parle pas dans les journaux français d'extrême droite. On n'en parle pas dans les JT français d'extrême droite. On n'en parle pas chez Frontières, chez CNews, chez Europe 1, chez le JDD. On n'en parle pas de ça. Ça veut dire que vous avez une politique migratoire complète, où vous n'arrivez pas à rentrer 179 personnes, vous avez des laissés-passer, vous ne rentrez que 90, mais vous avez un homme qui fait un discours, qui en rentre 320 en une semaine ou en 10 jours. Absolument. Voilà ce que c'est la puissance d'un homme, comparé à la petitesse de la fachosphère et de la droite extrême. Monsieur Djed Halimi, apparemment, Monsieur Tebboune, avec son discours, n'a pas réussi à convaincre les enfants de Saïd Saïd et Chinchriha. Honnêtement, premièrement, le Harga, c'est un phénomène extrêmement douloureux qui indique des crises profondes, sociétales. Il y a un désespoir. Ça contredit tout ce qu'on dit officiellement sur le développement économique de l'Algérie. Tout à l'heure, votre invité disait que la France, qui faisait 0,9% de taux de croissance, se compare à un pays qui fait 4% de taux de croissance. Encore une fois, c'est malheureux, mais je me méfie énormément des chiffres avancés par nos autorités, parce qu'il y a même Abdelmajid Tebboune qui a avoué à Al-Biza Hannoun que les chiffres qui lui arrivent sont faux. Ils sont falsifiés par des gens qui, par crainte pour éviter des conséquences. Maintenant, si on revient, les enfants des hauts dirigeants, honnêtement, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux pour nous en tant qu'Algériens, qu'on soit dirigé par des gens qui ont des faiblesses chez les pays avec lesquels on essaye de négocier. Donc, si on essaie de négocier d'égal à égal avec la France, ils savent qu'on a un mécontentement populaire. Ils savent qu'on a des problèmes économiques. Et ça, ce n'est pas les chiffres qu'ils disent. Là, ils voient les gens, comment ils installent des pneus de Vispa sur des Maruti. Comment on importe des moutons de l'étranger au lieu de développer notre agriculture interne. Ils voient aussi qu'il y a un problème d'opacité dans les institutions. Donc, ils ne savent pas avec qui dealer parce qu'ils ne savent pas la prérogative, elle est où. Donc là, à ça, on ajoute la présence d'une façon irrégulière de hauts dirigeants algériens, entre autres M. Saïd, qui était là, qui représentait l'Algérie la semaine passée. Donc là, on ne commence pas un match d'égal à égal. C'est vrai qu'on commence un match d'État à État, mais l'Algérie, avec ce genre de comportement, on commence déjà perdant 5-0. Monsieur Hamid Lelou, votre avis sur cette polémique, c'est vrai que pour le moment, on n'a aucun démenti de la part des autorités algériennes par rapport à ce que Rotayo vient de dire par rapport au fils de Chinchriha et ce que vient de dire ce site Frontières par rapport au fils de Saïd. Comment expliquer cette polémique? Surtout, c'est par rapport aux déclarations officielles. En Algérie, on dit comme quoi, voilà,
الجزائر فرنسا العدوة فرنسا c'est notre ennemi on est mieux qu'en France revenez tous en Algérie venez chez vous dans votre pays on est là à vous recevoir au moment où c'est ceux qui déclarent qui font ces déclarations leurs enfants vivent en France vivent ailleurs vivent en Europe vivent à l'extérieur c'est ça le dilemme et c'est ça que beaucoup d'Algériens ne comprennent pas. On ne vous entend pas, M. Halil. Oui, je disais, les cas comme ça, il y en a beaucoup. Je ne suis pas là pour partager des anecdotes, mais j'en ai vu personnellement. Des gens des consulats algériens aller voir des amis qui ont des connexions au niveau de la préfecture et demander ce genre de service. Ça se fait depuis des années et des années. Maintenant, ça se sait de plus en plus du fait que justement, parce que la France perd du terrain en Algérie, et ça c'est une évidence, hein, la France d'aujourd'hui n'est plus pareille, n'est plus la France d'il y a 20 ou 30 ans. Et comme je disais, c'est des cercles d'influence au niveau du régime algérien qui sont en train de dominer, qui ne sont pas pro-français. Et c'est pour ça qu'on voit ces histoires sortir de plus en plus. Mais sinon, ça ne me surprend pas. Mais par contre, le danger dans tout ça, c'est que s'il y a des transactions en relations internationales, il y a des négociations transactionnelles et il y a des négociations relationnelles. Maintenant, ce genre de transaction, est-ce que c'est une transaction d'État à État ou bien le danger, c'est les faveurs qui sont faites par une partie et il y a toujours une contrepartie. Ces enfants-là, si leur situation est régularisée, assurez-vous que la France va beaucoup gagner de la part du régime algérien parce qu'on ne vous fait pas une faveur comme ça gratuitement. Mafia des aides, mais personne n'a dit qu'elle était exclusivement algérienne. Beaucoup de ces leaders sont des franco-algériens. C'est pour ça que la France s'intéresse à ceux qui sont évadés et qui se cachent en Algérie. Moi, je ne les protège pas, tant mieux. Hein, s'ils peuvent les récupérer, tant mieux. L'Algérie n'a rien à gagner avec eux. Et d'ailleurs, Mafia des aides, c'est dans les quartiers nord de Marseille. C'est beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains, de Subsahariens et souvent de nationalité française. Mais d'origine africaine ou nord-africaine. À force de répéter 4%, c'est pas parce qu'on le répète que c'est vrai. Et même s'il y a 4%, et même si plutôt la France ou les pays avancés n'ont pas un taux de croissance important, ça c'est un fait tout à fait normal en économie. Quand vous êtes déjà à un certain niveau, c'est difficile de passer à un autre niveau avant de stagner à un certain niveau de plateau. Et c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça de catch-up. C'est la courbe. Quand vous êtes en bas, c'est facile de monter. Mais quand vous êtes déjà en haut, c'est difficile, même pour les Américains, même pour les Chinois maintenant. Les Chinois, à un moment donné, ils étaient à une croissance de 12%. Et maintenant, ils ont baissé, je ne sais pas combien. C'est déjà pour vous montrer que quand vous êtes en haut, c'est difficile d'avancer alors que c'est plus facile que vous êtes en bas. Voilà, sinon, les relations entre Alger et Paris, malheureusement, et je partage l'avis de M. Tabou, que je salue au passage, d'un côté, vous avez le formel, vous avez les institutions, et de l'autre côté, les institutions sont beaucoup plus faibles. Très bien. Monsieur Karim Tabou, un dernier mot sur cette relation, à ce sujet, la relation franco-algérienne, surtout avec ces polémiques, ces fuites qui tombent juste au moment où il y a un petit réchauffement entre l'Algérie et la France avec cette visite des visites entre les deux côtés. Vous pensez que ces fuites sont là pour essayer d'arrêter, si je peux dire, cette course pour réchauffer ces relations, pour le remettre sur le bon chemin? Avant de répondre, permettez-moi de faire juste quelques petites précisions, des rajouts, mais également des précisions. Le rajout, effectivement, les chiffres dans ce pays
sont totalement manipulés, à commencer par le chiffre du chef de l'État lui-même. Depuis la fin du vote et le lendemain de l'annonce des élections, eh ben, le chiffre est passé de 5 millions de voix à 11 millions de voix. C'est du jamais vu partout dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer un pays dans le monde qui voit passer le nombre de votants de 5 millions à 11 millions en une seule nuit. Donc, nous connaissons très bien les chiffres. La question de la croissance économique. Moi, je vis en Algérie. J'ai fait mes études à l'université algérienne. J'ai travaillé en Algérie. Je connais très bien, je fais le marché algérien, je fais le café algérien, etc. Il est vrai que ceux qui ont l'habitude de regarder l'Algérie depuis le square, ils ont l'impression que le pays est très bien développé. Il est vrai que ceux qui regardent l'Algérie depuis le journal de 20 heures de la télévision officielle, l'Algérie, elle est alignée sur la Suisse, sur la Suède, sur les États-Unis, sur la Chine, sur le plan des chiffres de croissance. Mais lorsque vous regardez la réalité de ce pays, dans tous les domaines, dans la vie qui touche directement à la vie des citoyens, moi j'ai fait des sciences économiques à l'université, j'ai appris une règle d'or en économie. Une économie des chiffres qui n'impacte pas positivement la vie des gens est une économie de chiffres, reste une économie de chiffres. Partout dans le monde, si vous avez une économie et les citoyens vivent dans l'indignité, les citoyens sont réduits à vivre des conditions intenables, des citoyens qui vivent dans la mendicité, des choses qui ont disparu complètement de ce pays, ils sont de retour. Quotidiennement, vous vous attablez dans un café pour prendre un café, je vous assure que sur 60 secondes, vous allez avoir la visite de plus de 10 personnes qui vous demandent de l'argent, qui vous demandent de leur faire de petits achats, des femmes, des vieux, des hommes, des enfants, des malades mentaux, des handicapés de toutes catégories de la société, alors que des gens viennent depuis très loin. Ils mettent des jumelles, ils agrandissent l'image et ils veulent nous faire croire que ce pays est dans une logique de croissance. Alors, venez et vivez ici et vous allez voir de près la difficulté que vivent les gens. Parce que le mépris envers l'Algérien, que de dire que les chiffres de croissance, que le pays est en train de se développer et que vous insultez les Algériens qui sont en train de vivre des conditions sociales intenables de gens qui, la rentrée scolaire est une angoisse, l'Aïd est une angoisse, le mois de Ramadan est une angoisse. Eh bien, je suis dans un village, nous avons l'eau qui vient une fois par 3 jours. Arrêtez de mentir aux Algériens. Lorsque l'Algérien est heureux d'entendre son robinet faire les annonces de l'arrivée d'une goutte d'eau et vous parlez d'un pays en croissance. Vous imaginez un pays qui cherche à trouver une goutte d'eau et il y a des gens qui, depuis je ne sais pas d'où, ils regardent l'Algérie avec mépris, ils regardent l'Algérien comme s'il s'agit d'un indigène et on lui dit oui d'accord tu es bien, non estime-toi heureux et tu as quand même l'eau qui arrive un quart d'heure sur 72 heures. Arrêtez, c'est de grâce, par un minimum de moralité, de respect envers les gens, arrêtez. Et puis, effectivement, je reviens à notre sujet et je me suis toujours posé la question, et là, c'est là où il y a un peu la réponse. Pourquoi? C'est très simple. Pourquoi cette question, ces allers-retours des ministres, et on a mis au cœur de ces débats-là la seule question sécuritaire et de coopération judiciaire. Le ministre des Affaires étrangères algérien s'était précipité pour annoncer qu'on a réglé le problème des porteurs de passeports rouges avec Bruxelles. Le grand problème du pouvoir algérien, il est réglé avec Bruxelles. Désormais, on ne demandera plus de visa à ceux qui portent le passeport rouge. La préoccupation majeure du ministre des Affaires étrangères algérien, c'est de régler le problème des gens qui sont porteurs de passeports rouges. Quant à la question des universités algériennes, de la communauté algérienne qui vit à l'étranger, de l'économie du pays, des investissements, de la mémoire, des intérêts équilibrés, du savoir, de la technologie, mais tout cela n'existe pas dans nos rapports.
Et bien au contraire, nous sommes en train de répondre à des urgences françaises parce que le débat sur la coopération sécuritaire, le débat sur la mobilité, le débat sur les extraditions, le débat sur les OQTF, mais ça relève du débat interne à la France. Et donc, vous voyez très bien qu'en termes de priorité des uns et la priorité des autres, c'est pour cette raison, je vous dis, il y a une logique d'État qui règle le problème de la quiétude du citoyen français, des questions qui touchent à la vie des citoyens français, et vous avez de l'autre côté les gens qui sont inquiets et qui sont préoccupés par la question des passeports rouges. Et là, l'équation, elle est toute simple à lire et à traiter. Donc, la logique d'État, ça résonne très loin. Ça résonne très loin, ça met en perspective les intérêts stratégiques d'un État, les intérêts stratégiques d'un pays. Et lorsque vous réduisez cela honteusement à une question de faire la comptabilité des haragas, la comptabilité des gens qui sont en situation irrégulière, et on fait ce marchandage qui se calcule par le nombre de personnes que vous acceptez, à qui vous devez délivrer des laissez-passer consulaires. Et quand les relations de deux pays sont arrivées au point de devenir de simples comptabilités des personnes à extrader et des personnes à qui il va falloir délivrer des laissez-passer consulaires, ça pose vraiment des problèmes. Très bien, Monsieur Tabouha, juste un mot sur cette polémique, cette fuite par rapport à la situation des fils de quelques dignitaires. On parle de sabotage pour essayer d'arrêter cet élan entre Alger et Paris. Vous pensez, c'est quoi votre pensée, M. Tabou, sur ce sujet qui a touché beaucoup d'Algériens et a créé une vraie polémique sur les réseaux sociaux? Mais d'abord, cette information, elle a été donnée depuis plus de 6 mois par l'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, dans une émission, il y a 6 mois, avait très clairement annoncé qu'il y a 2 grands responsables algériens. Il a évoqué l'ancien président du Conseil de la Nation qui a des biens en France. Et le deuxième, il avait également parlé de l'actuel ministre de l'Intérieur qui a ses enfants installés en France. Mais ce n'est pas à moi de répondre. C'est à ces responsables-là de répondre. Mais malheureusement, chez nous, on a réglé le problème. Lorsque un ministre veut bien s'exprimer, eh ben, vous savez très bien comment ça se passe. Il y a une sélection qui est faite du journaliste, il y a une sélection qui est faite de la question, et il y a la réponse déjà qui est écrite, et le reste, c'est tout simplement du théâtre. Ça se passe comme ça dans ce pays. Les gens qui vont dire le contraire, je pense qu'ils ne s'adressent pas à nous, ils s'adressent beaucoup plus au pouvoir qu'ils veulent bien qu'ils soient entendus de l'autre côté, parce que l'Algérien, il sait tout ça. L'Algérien sait tout ça. Lorsque vous évoquez les débats sur les plateaux télévisés, eh ben je vous dis, les débats télévisés en Algérie n'existent pas. Et les débats qui existent dans ces chaînes de télévision qui sont les chaînes du pouvoir, eh ben dites-vous que non seulement les questions ils sont sélectionnés, les journalistes aussi, il y a quand même de grands journalistes dans ce pays, il y a de belles plumes dans ce pays, mais ils sont réduits au silence. Par contre, les journalistes qui font l'apologie du mensonge, l'apologie des fausses statistiques, l'apologie du pouvoir, mais on a de cette catégorie de gens. Ils applaudissent une décision et son contraire. Ils applaudissent qu'on dise que la France est un allié, mais ils applaudissent que la France soit un ennemi. Mais ce sont toujours les mêmes. Ils sont là, ils vont applaudir tout. Tant qu'ils tirent les bénéfices de cette situation, tant que le système de la rente, le système de la manipulation, de la propagande, ils en tirent profit et ils vont vouloir toujours garder ce système. Quant aux citoyens, quant à vous, quant à nous, nous sommes en train de nous battre parce que c'est notre pays qui est en jeu, ce n'est pas nos affaires, ce n'est pas nos intérêts qui sont en jeu, mais c'est plutôt les intérêts du pays qui sont en jeu. Très bien. L'initiative du 10 juillet et là, le fameux article 200. Après cette pause, j'en reviens à vous.